Bonjour chers internautes, bienvenue dans la rubrique Modèle de réussite. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Madame Fenouil Hudson Marie-Josée, présidente directrice générale de la société Cosmétique Ivoire, entreprise spécialisée dans la fabrication de produits de soins capillaires. Bonjour Madame Fenouil. Bonjour. Qui êtes-vous? Il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, je suis biologiste de formation, spécialiste de l'étude du cheveu au microscope. Je dirais que c'est une spécificité, parce que je suis la seule à faire cela dans toute l'Afrique de l'Ouest. C'est pour dire que c'est bien spécifique et j'invite tous mes autres amis biologistes, médecins ou pharmaciens à se lancer dans ce domaine parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, que vous dire, je suis spécialisée, je veux dire, dans les soins capillaires à partir d'un besoin personnel. Voilà. Nous sommes tentés de savoir quand et comment a débuté votre intérêt pour les cheveux. J'étais étudiante à la faculté des sciences de Nice en France, la faculté Valrose, où j'ai fait d'abord 2 années de chimie et ensuite de la biologie. Et en général, j'ai fait de la biologie parce que je voulais faire de la recherche. Mais à partir d'un besoin personnel, vous savez, en France il fait très froid. Et nous qui avons les cheveux crépus ou défrisés, on a des problèmes à les entretenir avec le froid. Donc mes cheveux tombaient. Et je me suis affolée, je me dis, mais je vais devenir chauve dans ce pays. Et comme moi-même j'avais déjà des notions de chimie et de biologie, je me suis mis à rechercher dans les salons de coiffure, dans les supermarchés, dans les pharmacies, un produit adéquat. Et à partir de cela, je me suis dit, ben, tu as fait des études pour cela. Donc, je me suis lancée dans la recherche capillaire jusqu'à obtenir un brevet d'invention. Mais au départ, c'était pour résoudre un problème personnel. Très bien. Vous êtes aujourd'hui inventeur d'un produit de soins capillaires. Pouvez-vous nous présenter ce produit? Alors, ce produit, c'est un masque capillaire à base d'argile rouge et de principe actif. J'aime bien dire toujours la différence. Il y a une différence entre invention et innovation technologique. Pourquoi moi j'ai eu une invention, j'ai eu un brevet d'invention? Parce que je suis la première à démontrer dans le monde entier qu'on pouvait traiter les cheveux avec l'argile rouge. C'est-à-dire quand je suis allée déposer mon brevet, on appelle la période d'antériorité, on vous donne 18 mois. C'est-à-dire vous pouvez exploiter votre brevet, mais il y a 18 mois où ils font la recherche dans le monde entier pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a fait quelque chose à base d'argile rouge. En ce moment-là, on vous somme d'arrêter. Maintenant, si quelqu'un d'autre, après moi, vient faire quelque chose à base d'argile rouge, si c'est pareil que, si c'est, comme on dit, il a la même formule, on appelle ça le plagiat, on l'arrête. Par contre, s'il a fait quelque chose de mieux, on dit, c'est pas une invention, on appelle ça une innovation technologique. On dit, il a eu un brevet, pas d'invention, mais une innovation technologique. Voilà. D'accord. Donc, après la mise en place de votre produit de soins capillaires, vous obtenez votre brevet. Oui. De la création du produit jusqu'à l'obtention de votre brevet. Qu'est-ce qui se passe dans ce laps de temps? Alors dans ce laps de temps, c'est pour ça que je vous dis, il y a ce qu'on appelle le délai d'antériorité qui dure 18 mois. Vous allez déposer votre brevet et quand vous déposez même ça, on appelle ça l'enveloppe solo. L'enveloppe solo, on ne l'ouvre pas d'abord, c'est votre formule qui est conservée. Parce que le temps qu'il fasse des recherches, bon, moi admettons j'ai déposé le brevet en janvier. Si quelqu'un en février vient déposer, on lui dit non, il y a quelqu'un déjà qui a déjà déposé. Maintenant le délai d'antériorité 18 mois, ça leur prend du temps parce qu'il faut aller chercher dans tous les pays. Ils font ça c'est pour ça dans chaque pays il y a ce qu'on appelle une office de la propriété industrielle. Et si tous les pays répondent non, il n'y a pas de personne qui a fait quelque chose à base d'argile rouge, on leur dit d'accord, vous pouvez délivrer le brevet d'invention. Voilà, mais pendant ce temps, comme je vous dis, vous pouvez exploiter votre brevet. Mais dès lors qu'on dit qu'il y a quelqu'un, on vous somme d'arrêter. Sinon, si on dit qu'il n'y a personne, vous continuez dans votre lancée. On ne vous dit pas d'attendre. C'est ce qui est bien. On vous dit que vous pouvez commencer, mais à vos risques et périls. Voilà. Donc, on retient que vous êtes la première personne à utiliser l'argile rouge pour les soins capillaires. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu d'autres brevets, mais dans l'argile verte. Vous qui êtes une femme, vous savez très bien que l'argile verte est connue pour les soins des visages, mais personne n'a pensé à l'argile rouge. Parce qu'il y a l'argile rouge, il y a l'argile blanche, il y a l'argile verte. L'argile verte pour les soins du visage, l'argile rouge pour les soins capillaires. Moi, je vois que même en pharmacie, on fait des soins internes.
mais je ne sais pas si c'est l'argile verte ou l'argile blanche, je ne saurais pas vous dire. Pour vous dire qu'il y a plusieurs sortes d'argile, mais personne, tout le monde a négligé l'argile rouge. Voilà. Bien, vous avez fait des études à l'extérieur du pays. Vous avez fait des recherches concernant les soins capillaires. Alors, ce qu'on aimerait savoir, c'est pourquoi cet intérêt pour les cheveux africains? Les cheveux africains, pourquoi? Parce qu'une fois que moi j'ai résolu mon problème, je me suis dit, c'est ce que j'ai dit aux gens, les produits français ou américains, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas adaptés pour les Africains. C'est ce que j'ai dit aux gens, c'est parce qu'il n'y a pas assez de principes actifs pour nous autres. Pourquoi j'ai dit principes actifs? Nous massacrons nos cheveux. Les Européennes, quand elles soignent leurs cheveux, vous voyez même tous les produits même des Européens, quand vous regardez le pourcentage, vous voyez bien, c'est 0 et quelques, 0 et quelques. Mais moi, je mis un peu plus, mais ça ne veut pas dire que le produit est fort. C'est pour ça que j'insiste bien que c'est un produit naturel, mais j'ai augmenté les principes actifs. Maintenant, comme je dis aux gens, un produit français, ça ne veut pas dire que ce n'est pas valable pour nous. Parce que comme je dis, Dieu a fait tout le monde pareil. Il n'y a que la texture qui change. Mais le bulbe, qu'on soit asiatique, européen, africain, le bulbe est pareil. Mais seulement avec une profondeur moindre. C'est ce que je dis. Nous avons le bulbe qui est fragile et c'est nous qui abîmons nos cheveux. Le cheveu s'implante dans un follicule pileux, le bulbe. Donc, les Asiatiques ont les cheveux les plus résistants. Pourquoi? Parce que le cheveu s'implante jusqu'à 5 mm de profondeur. Les Européens, 3,54 et nous, 2,5. Et 2,5, comme par hasard, c'est nous qui massacrons nos cheveux. Donc, ils sont vraiment très faciles à tomber plus facilement parce que l'implantation est moindre et nous sensibilisons notre bulbe. Voilà. Sensibiliser par quoi vous allez me dire? Les tresses serrées, les tissages, c'est-à-dire tout ce qui est traction va abîmer notre bulbe. Comme je dis aux gens, même les mamans, je suis en train de les éduquer, on n'est pas contre les tresses. Le tout, c'est de ne pas serrer le cuir chevelu. Maintenant, vous allez me dire, c'est pour ça que nous avons des problèmes ad vitam aeternam. Déjà, dès notre enfance, on commence à faire, même je vois dans les salons, on prend un petit cheveu comme ça. Les enfants, moi je dis, au lieu les enfants là, de leur faire des créations, prendre des mètres pour les trucs, on s'en va leur faire perdre du temps 3 heures au salon de coiffure. Je dis, on a des nounous, pourquoi? On les tresse comme on dit chez nous, avec du fil, flolo, on met des choussous, et puis et on ne traumatise pas. Faire des petites tresses serrées traumatise. Donc, admettons, vous voyez, à partir de 5-6 ans, on traumatise le cuir chevelu. Quand on a 18 ans, c'est normal que déjà même on n'a plus de cheveux. Voilà, donc il faut éviter cela. En Afrique, on a l'habitude d'entendre les cheveux fins, les cheveux gros grains. Est-ce que votre produit Hudson et Beauté est adapté à tous ces types de cheveux? Et là, maintenant, je vais rectifier. Qu'est-ce qu'on appelle les cheveux fins? Qu'est-ce qu'on appelle les cheveux gros grains? Nous, on dit cheveux gros grains, non. Vous savez, quand on est, on a le nombre de cheveux qu'on ne peut plus changer. C'est ce que je dis aux gens. C'est pour ça que les femmes, je dis, si on veut changer de look, mettez des perruques. Une fois qu'on est né, il y a une tranche, je veux dire, il y a une fourchette. Maintenant, je n'ai plus les précisions, je vous donne un exemple. Admettons, tu nais avec 2000 cheveux et puis une autre personne 5000 cheveux. Tu ne pourras pas avoir plus que ce que Dieu t'a donné. Donc, quand c'est 2000 cheveux là, c'est ce qu'on appelle les cheveux fins peut-être. 5000 cheveux, la personne va avoir les cheveux touffus. Mais ça ne veut pas dire que c'est qu'il y a les cheveux fins. Les cheveux peuvent être entretenus. Comme je dis, que s'ils sont entretenus, qu'ils ont du corps, on ne peut pas savoir que tu as les cheveux fins parce que tu les entretiens. Même une personne qui a 5000 cheveux, si elle ne les entretient pas, elle les perd, on va croire qu'elle a les cheveux fins. Alors qu'au départ même, elle a plus de cheveux que quelqu'un d'autre. Donc, moi, je veux qu'on arrête de dire cheveux fins, cheveux gros grains. Non. On a le nombre de cheveux qu'on a à la naissance, il faut les entretenir. C'est vrai que quelqu'un qui a 5000 cheveux va avoir les cheveux touffus. Mais celle qui a les cheveux, qui a 2000 cheveux, peut les entretenir et ce qu'on appelle avoir des cheveux qui résistent. Et quand je dis résistent, quand tu mets des bigoudis, ils gonflent et puis tu es belle. Voilà. Il n'y a pas de complexe à avoir. Donc, votre produit, il est adapté à tous. Il est adapté à toutes sortes de cheveux. Voilà. Ok, Madame Fenouil Hudson Marie-Josée, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui les véritables raisons, les véritables causes des alopécies? Alors, moi je soigne même, on ne va pas se centrer sur les femmes, je soigne même les hommes. Alors, ce que j'ai remarqué, je vais vous dire tout de suite une anecdote. Il y a un jeune homme qui est venu me voir, je lui ai montré le cas il y a 10 ans d'un jeune homme que j'ai rattrapé, d'une alopécie que j'ai rattrapée. Parce que comme je dis, même quand c'est génétique, on peut rattraper
si la personne ne laisse pas s'installer. Parce que tout ce qui est génétique est très difficile à rattraper. Et donc, ce jeune homme, quand je lui ai posé la question, je lui ai dit, c'est normal qu'il a commencé à avoir une alopécie. Et ça encore, c'est nos mauvaises habitudes. On change les mentalités. Vous savez ce qu'il a fait? Quand je lui ai posé des questions, il m'a expliqué, il a été très franc. Quand il se lave, il lave ses cheveux tous les jours et il fait comme sa maman a fait quand il était jeune. Quand il a fini de se laver, il prend, je vous dis, l'éponge et il frotte sa tête tous les jours. Mais il y a de quoi devenir chauve. Donc, d'abord pour les hommes, on ne lave pas les cheveux tous les jours. Par rapport aux femmes, quand vous avez les cheveux courts, dès que vous lavez, vous dites, bon, non, on lave les cheveux 2 à 3 fois maximum. L'idéal, c'est de laver 1 fois par semaine. Donc, à force d'utiliser du savon aussi, je dis, on ne lave pas les cheveux au savon, on lave les cheveux au shampoing. Nos jeunes, là, vous voyez, commencent à avoir des alopécies. Donc, ceux qui viennent me voir, quand j'ai commencé à poser des questions, j'ai compris que ce n'était pas un style. Moi, avant, je voyais que c'était un phénomène de mode. Tout le monde a les cheveux rasés. Et quand je montrais les cheveux du jeune homme que j'ai rattrapé, ils m'ont dit, non, madame, en fait, on coiffe parce que quand ça pousse, on voit notre calvitie et donc on préfère raser, ça fait un style. Donc, en fait, au départ, ce n'est pas un style, c'est une gêne. Donc, je dis maintenant à tous ceux qui sont gênés de venir me voir, première des choses comme conseil, on ne lave pas les cheveux au savon, on ne lave pas les cheveux tous les jours, on utilise un shampoing. Après ça, si on constate qu'on a une alopécie, on vient me voir. Il ne faut pas attendre que j'appelle toujours le stade de non-retour. Le stade de non-retour, c'est quand le bulbe est atrophié, on ne peut plus rien faire. Maintenant, ce qui concerne les femmes, au départ, comme les hommes, elles n'ont pas d'alopécie en tant que telle. Ce sont elles-mêmes qui ont créé l'alopécie, comme je vous ai dit, en mettant des faux cheveux, en faisant des traits serrés. Donc, tout ce qui est... C'est-à-dire, vous voyez, ce n'est pas en 2 ans qu'elles se rendent compte. C'est au bout de 5-6 ans, à un moment donné, les cheveux tombent, elles se disent, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais elles ne savent pas que depuis 5 ans, elles traumatisent. Quand je dis on tire sur le bulbe, quand vous faites les tissages, c'est du faux cheveu cousu sur les vrais cheveux. Donc, ça fait ça. Mais elles n'ont pas mal. Mais vous savez, tout le temps, ça fait ça. Constamment, au bout de 5-6 ans, hop, il y a un décollement de la racine. Et elles viennent me voir, certaines je peux rattraper. Il ne faut pas mentir aux gens. C'est ce que je dis aux gens. Avec l'étude au microscope, c'est ce qui me fait la différence entre ceux qui racontent qu'ils soignent les cheveux. Parce qu'au microscope, moi je vois l'état du bulbe. Si le bulbe est atrophié, c'est-à-dire qu'on dit atrophié là, il est collé. Il ne faut pas mentir aux gens. Vous allez aller aux États-Unis, tout ça. On ne peut plus rien faire pour vous, sauf les implants. Si vous êtes prêt à faire des implants, on met des faux cheveux. Mais même ça aussi, je dis, à la longue, on n'a pas les effets secondaires. Au début, qu'est-ce que les femmes, il y a 30 ans, faisaient? Elles voulaient avoir des beaux seins. On dit, il y a la chirurgie, tout ça. Pas de problème. C'est au bout de 15 ans, 20 ans maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Des effets contraires. Puisqu'on mettait des silicones. Cancer. Et ce sont elles maintenant qui font des procès. Vous voyez des émissions, ah oui, où on poursuit maintenant les médecins. Donc je dis aux gens, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il faut s'accepter. Les implants, si on ne peut pas faire autrement, moi je dis à la limite, c'est vrai, c'est pas esthétique de mettre une perruque. Les implants, attendez d'avoir les effets secondaires. Moi je ne sais pas depuis quand on fait les implants, hein. Ça fait peut-être une dizaine, vingtaine d'années. C'est au bout de 40 ans, 50 ans qu'on commence à voir que maintenant là, il y a une peut-être qui a eu un problème, etc. Donc moi je dis, la science avance. Il faut attendre quand vraiment il y a plusieurs cas où on dit il n'y a pas d'effet nocif. Voilà. Donc tout le monde a tendance à croire que le défrisage abîmerait la kératine, donc pourrait fragiliser nos cheveux. Sur la photo de couverture de votre profil Facebook, voilà, on a vu cette question. Le défrisage, pourquoi pas? Est-ce à dire que vous conseillez l'usage du défrisage? Voilà. Disons, moi je dis, je trouve toujours un moins. Je dis le défrisage, c'est le moins de mal. Pourquoi? Quand on défrise les cheveux, il ne faut pas mentir aux gens. Parce que moi je vois, on dit, c'est parce que c'est bien dosé. Un défrisage, on détend la kératine. Donc forcément, ça veut dire qu'il y a un peu d'ammoniac. Donc, je dis aux femmes, soit on a les cheveux courts, on assume. Il y a des personnes qui sont belles avec les cheveux courts. Soit on fait comme certaines nappies, il n'y a pas de problème. Mais ce que je reproche aux nappies, elles disent que le défrisage est toxique. J'ai dit non. Si tu t'en vas acheter un produit de 2000 francs au marché où il n'y a pas eu de contrôle, tu peux même t'empoisonner. Parce que ça va rentrer dans le cuir chevelu, 10 cuirs chevelus. Ici, aux alentours, il y a des vaisseaux sanguins. Mais dit que le défrisage est toxique, je dis non. Ça détend la kératine. Quand je dis ça détend la kératine, bien sûr ça fragilise. Mais quand ça fragilise,
tu fais des soins, il n'y a pas de problème. Mais quand on fragilise les cheveux, qu'on défrise, qu'on s'en va faire des teintures à l'ammoniac, qu'on ne fait pas de soins, évidemment la kératine est fragilisée et va même être détruite. Donc on va perdre, les cheveux vont se casser sur toute la longueur. Mais comme je dis aux gens, quand les cheveux se fragilisent sur toute la longueur, les cheveux poussent. Donc ce qui se casse, c'est pas grave. C'est quand le bulbe est attaqué, là c'est grave, on devient chauve. Donc je suis pas d'accord avec elle, mais je dis pas que le défrisage est mauvais. Je dis c'est le moindre mal, ce n'est pas toxique si on prend des produits référencés. Voilà. Avec tout ce que vous venez de dire, est-ce que vous pouvez nous donner quelques petites astuces pour une bonne hygiène des cheveux? L'hygiène des cheveux, moi je me demande, là, je reviens encore, c'est qu'ils font des tissages. Est-ce que vous savez qu'il y en a qui lavent pas les cheveux pendant un mois? Ou bien il y en a qui vont laver les cheveux mais par-dessus. Donc, qui dit tissage, si vous lavez les cheveux par-dessus, étant donné que vous avez des faux cheveux qui cassent, les cheveux ne seront jamais propres. Quand vous allez sécher les cheveux, même du savon peut rester entre les trucs cousus. Comment vous voulez à la fin ne pas avoir des pellicules, de la desquamation, et il y en a qui viennent avec des plaques. Et encore, il va falloir dépenser. Je dis, elles dépensent une fortune en mettant des faux cheveux. Quand elles deviennent, elles ont des alopécies, elles reviennent encore dépenser. Je dis, bon, arrêtons le massacre. Prenons la moitié. Parce qu'il y en a qui achètent des mèches naturelles jusqu'à 100 000 francs. Je leur dis, mais prenez au moins 50 000 francs tous les mois pour entretenir vos cheveux. Vous dépensez, vous vous ruinez, vous redépensez pour rattraper vos cheveux. Parce que vous devenez chauve. Donc, je veux dire, il faut arrêter le dégât. Hein. Voilà. Comme on le sait, les Africains ayant des besoins énormes en matière d'hygiène de cheveux, quelles sont les mesures que vous avez prises pour la vulgarisation et la commercialisation de votre produit? Déjà, la sensibilisation. Moi, je fais la différence entre publicité et sensibilisation. Je fais la publicité de mon produit à travers, comme vous, Internet. On a fait tout à l'heure, il y a un mois, un panneau de publicité dans la ville. Je fais des émissions à la télé. Ça, c'est vraiment le marketing. Mais je dis, il y a un marketing qui est encore mieux, c'est la sensibilisation. Parce que quand vous sensibilisez et vous montrez le dégât de ce qui se passe sur le terrain et vous montrez que votre produit n'est pas là par hasard pour un produit, mais qui est un produit préventif. Moi, je dis, à un moment donné, vous n'avez même plus besoin de faire de publicité. Parce que les gens verront les résultats sur les autres. Et moi, je dis toujours, le bouche à oreille est mieux que la publicité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire la publicité. La publicité, vous faites. Mais quand la personne utilise votre produit, si vous avez fait une publicité mensongère, au bout de 3 mois, les gens vont dire, oh, ben, ça ne dit pas ce que ça dit dans la publicité. Vous pouvez ne pas faire de la publicité, le bouche à oreille, c'est la meilleure publicité. Voilà. Donc, que pouvez-vous dire de vos produits à toutes ces personnes qui nous suivent aujourd'hui? Alors, je dirais que mon produit est un produit de recherche qui a fait l'objet d'un brevet d'invention. Donc, quand même, il y a une certaine notoriété puisque je suis capable de vendre en pharmacie. Mais je dis aux gens, il ne faut pas tromper la clientèle. Je vous donne un exemple. Il y a une dame qui est venue me voir. Elle a insulté une marque de produits, je ne vais pas dire le nom de la marque, qui est référencée en pharmacie. Je l'ai laissé parler. À la fin, j'ai dit, madame, vous insultez cette marque. Vous savez que c'est en pharmacie. Mais vous avez une alopécie. Est-ce que sur le produit, c'est marqué soigne l'alopécie? Elle me regarde. Je dis, voilà, le pharmacien, lui, il ne fait pas l'étude au microscope. Vous savez parler de votre problème, il vous conseille un bon produit qui est référencé. Mais on a dit, c'est pour l'entretien des cheveux. On n'a pas dit soigne la calvitie, soigne l'alopécie. D'ailleurs, je fais une différence. On soigne l'alopécie, on ne soigne pas la calvitie. La calvitie, moi, je dis, c'est le stade de non-retour. Maintenant, quand quelqu'un vient, que je fais l'étude au microscope, mon produit est un bon produit selon ce que je constate au microscope. Mais si la personne a un stade avancé, je donne des additifs. Mon produit et d'autres produits. Et comme je l'ai dit, il ne faut pas mentir aux gens. Si quelqu'un... Parce que je dis plutôt que de vendre et qu'on garde votre nom, quand c'est un stade de non-retour, dites à la personne, on ne peut rien faire. Même mon produit ne peut rien faire parce qu'il n'y a pas encore un produit miracle qui ressuscite la cellule. C'est comme par exemple le cancer. Le cancer se soigne. On a des guérisons. Mais il n'y a pas encore un produit miracle pour dire qu'il soigne tous les cancers. Vous avez un cancer du foie, c'est le foie qui est attaqué. Vous avez un cancer de l'œil, vous avez un cancer de sein. Pour le sein, il y a une amélioration parce qu'on peut faire une ablation, on peut faire truc, la personne truc, mais vous ne pouvez pas dire aux gens, j'ai un produit qui guérit tous les cancers. Pareil, il n'y a pas un produit qui soigne la calvitie. Je dis la calvitie ne se soigne pas.
L'alopécie, si vous n'êtes pas arrivé à un stade avancé, on peut soigner et il n'y a pas un produit adepte. Selon qu'on remarque au microscope, on peut donner un traitement préventif de 3 produits. Voilà. Votre mot de fin, madame? Mon mot de fin, je voudrais attirer l'attention de tout le monde, des jeunes, de nos autorités. D'abord de dire aux jeunes, c'est à eux d'être en Côte d'Ivoire, de mener le combat pour eux-mêmes. C'est vrai qu'on n'arrive pas à créer des emplois dont beaucoup de jeunes partent. Et je les comprends. Ils voient ailleurs et surtout, moi je donne un exemple, le Canada ouvre ses portes. Donc tous ceux même qui ont fait les études au Canada, tout ont le courage de revenir. Maintenant du côté des autorités, je dirais aux autorités de ne pas gaspiller l'intelligentsia. Quand on remarque l'intelligentsia de notre pays, qu'on fasse tout pour les garder, comme le Vietnam fait, comme les pays asiatiques, notamment la Corée du Sud. Je reviens de la Corée, j'ai visité le Vietnam il y a 3 ans et je vois la différence. Pourquoi nous n'avançons pas? Là-bas, dès qu'on voit quelqu'un qui a fait quelque chose de bien, on lui donne toutes les possibilités de réussir. Ici, nous, bon, on nous donne des prix, mais je dis qu'il faut aller plus loin que les prix, parce que même moi j'ai eu le prix du président Bédier en 99. Ça ne suffit pas, il faut aller au-delà. C'est pour ça que je félicite encore Bédier, parce que Bédier, quand il nous a donné le prix, il a demandé qu'on écrive un livre qu'on va laisser au niveau de la présidence avec tout le nom, les noms de tous ceux qui ont eu, pas forcément un brevet, hein, qu'on a félicité dans le domaine, pour les suivre. C'est ce que j'aime bien le mot, les suivre. On t'a donné un prix, dans 10 ans, qu'est-ce que tu deviens? Mais là, on nous donne des prix. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de suivi, puisqu'il y a eu le coup d'État, vous savez, la crise. Voilà. Pourquoi? C'est ce que les autres pays font. Ils suivent leur intelligentsia. Ah bon, tu as fait un truc peut-être comme en Asie, ils font tellement de choses. On dit, viens, qu'est-ce que tu as besoin pour faire mieux? On te dit et on te suit. C'est pour ça que les autres deviennent des pays émergents et pas nous autres. Suivons l'intelligentsia et je donne même mon cas. C'est ce que je dis aux gens. Je me suis tellement battue en 8 ans comme présidente des inventeurs de Côte d'Ivoire. J'ai eu des oreilles attentives. Mais je veux que ça se poursuive. Il ne faut pas dire oui, bon, on a compris et puis on ne voit pas. Parce que nous sommes au moins une vingtaine d'inventeurs avec des cas concrets. Moi, pourquoi je suis allée produire en France? Mais parce que ici, ça ne suit pas. Voilà. Donc, j'aimerais qu'on s'occupe des autres inventeurs au risque, sinon tout le monde va partir. Bon, moi, à la limite, j'ai du courage. Même si c'est produit en France, je me bats sur le terrain. Voilà, pour l'entrepreneuriat. J'ai créé une société avec des partenaires. Nous sommes une société anonyme. J'ai commencé à employer des gens. Mais même là aussi, une fois qu'on a ça, on doit pouvoir alléger les charges. Vous voyez, tout le monde se plaint. Moi, je vous dis honnêtement, même que ça passe, je n'ai pas honte de le dire, pour que les autorités entendent. À un moment donné, si je suis comme les autres, comme Max Fissi, avec les impôts, je ne dis pas qu'il ne faut pas payer des impôts, mais surtout en matière de brevet d'invention, on doit pouvoir nous accompagner dans ce que l'on fait. On a un brevet d'invention, déjà pour avoir un brevet d'invention, c'est compliqué. Ensuite, il faut monter la société, on ne nous aide pas. Donc, dès lors qu'on vient, qu'on a une société, qu'on nous allège. Je ne dis pas que de faire ça pour tout le monde. Toutes les sociétés n'ont pas de brevet d'invention, mais ceux qui ont des brevets d'invention, de grâce, qu'on fasse des accompagnements comme en Asie, comme en Europe. Parce que comme je dis, au risque, moi je suis allée déjà produire en France, mais j'ai le courage de venir monter une société. Mais si je suis asphyxiée, je préfère le dire, puisque vous me donnez l'occasion de parler, je vais délocaliser. Quand on dit délocaliser, c'est quoi? Ma société ici devient succursale et je m'en vais où? À Dubaï, à l'île Maurice, à Monaco. Moi-même, je ne suis pas très loin. Je suis de la faculté des sciences de Nice. Mon produit est fabriqué sur la Côte d'Azur. Je monte une société à Monaco. Et ici, il devient une succursale. Si ça devient une succursale, je n'emploie personne. Juste un représentant. Lui, il achète les produits, il revend. Et il devient un dépositaire. Or là, pour le moment, j'emploie 7 personnes. Mais même 7 personnes, j'ai fait déjà un licenciement de 2 personnes. Nous sommes 5. Si ça continue, on va devenir 3 et je ferme, je délocalise. Mon mot de fin, c'est pour dire qu'on encourage ceux qui créent des emplois. En ce sens-là, vraiment, je remercie le patronat ivoirien qui fait un travail monstre sur le terrain pour dire à nos autorités, grâce à eux, le message commence à passer et vraiment, je félicite le patronat ivoirien.
Voilà, j'ai déjà intervenu au niveau de CGC Academy et je vois qu'ils incitent les jeunes à créer des emplois, à se prendre en charge, de ne pas attendre d'être à la fonction publique, mais même les jeunes qui créent des emplois, si dès le départ on ne met pas des conditions, ils vont fermer et ils vont faire comme les autres, s'expatrier aux États-Unis, au Canada. Et vous voyez encore, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une honte pour l'Afrique. Si on mettait tous les dispositifs, les gens n'allaient pas traverser la Méditerranée. Ils sont prêts à mourir parce qu'ils se disent, c'est ça ou rien. Merci, vous nous avez donné l'opportunité de parler de l'invention de manière générale, de la création d'emplois. Vraiment, j'incite Magic Builder.tv à aller de plus en plus vers les jeunes, vers les inventeurs comme moi, vraiment pour faire comprendre que dans ce pays, on doit faire avancer les choses pour le meilleur de tout le monde. Voilà. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Nous vous disons à bientôt pour un autre numéro de Modèle de réussite.